Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre passion du chocolat a fait de vous un homme de goût. Vous avez créé un monde à vous, un monde de douceur. Vous venez d'être élu meilleur pâtissier chocolatier du monde. Mais pour parvenir à cette réussite suprême, ça n'a pas toujours été du gâteau. Bonjour Jean-Paul Évin. Bonjour Jacques Pessis. Alors on connaît votre nom, on connaît vos chocolats, mais on ne connaît pas l'homme. D'où le principe des clés d'une vie. Essayez de vous connaître à travers 4 dates clés pendant 1 heure et évoquer ce titre de meilleur pâtissier chocolatier du monde que vous venez d'obtenir. Oui, exact. C'est une belle récompense pour moi quand même. Oui. Parce que je suis élu par des professionnels. Voilà. Journalistes et chocolatier pâtissier. Alors on va en parler tout à l'heure, mais on va revenir à votre parcours à travers des dates. Et la première que j'ai trouvée, Jean-Paul Évin, c'est le 25 juin 1986. Oui. Vous êtes reçu à l'Élysée parce que vous venez d'être meilleur ouvrier de France. Vous en souvenez? Oui, bien sûr. Vous êtes reçu par François Mitterrand quand même dans le salon d'honneur. Oui, bien sûr. Et c'est un moment émouvant de se retrouver à l'Élysée comme ça? Alors le plus émouvant, c'est quand j'ai su que j'étais un des meilleurs ouvriers de France. Ça c'est su comment? Ça m'a ému. Pourquoi? On fait le concours et ensuite on le sait? Comment ça se passe? Alors là, à cette époque-là, on le savait aussitôt. Oui. C'est-à-dire que dès que le concours était terminé, il y avait les jurés qui se réunissaient et le président du jury présentait les élus. Maintenant, c'est plus la même chose. C'est autre chose. Oui. Bon, alors ce concours, il faut le savoir pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, il est organisé depuis 1924, tous les 3 ou 4 ans, et au départ, c'est un journaliste et critique d'art, Lucien Clotz, qui a eu l'idée pour honorer le maître ouvrier, c'est-à-dire les compagnons de l'époque, c'est ça? Oui, exactement. Alors ça consiste en quoi ce concours finalement? Vous préparez quoi? Alors, ce concours, d'abord, il y a des éliminatoires, donc il faut préparer et se présenter aux éliminatoires. Quand on est sélectionné, ensuite on passe en finale, et là, pendant 2 jours et demi, on travaille et on fait son travail devant un jury de professionnels. Et quel travail? Alors, c'est des choses techniques, complexes, techniques. Et évidemment, il y a une quantité aussi de travail à faire dans un délai précis. Et puis, en général, c'est basé sur des pièces sucrées, c'est-à-dire du sucre travaillé, ou alors des gâteaux, des constructions. Moi, j'avais un éclair en forme de religieuse. Oui. Voilà. C'était pas simple à faire. Ben non, parce j'avais plus l'habitude de réaliser ce genre de produit. Oui, et on vous oblige à réaliser ce genre de produit pour... Alors on nous oblige à réaliser des produits sur place, bien sûr, entièrement. Alors, on vous remet une médaille, je crois, à la Sorbonne ensuite. Oui. Et aussi, vous avez une sorte de toque bleu, blanc, rouge, ou comment ça se passe? J'ai le droit à la veste meilleur ouvrier de France, un col bleu, blanc, rouge. Et cette année-là, on a remis à François Mitterrand, qui était président, la médaille de meilleur ouvrier de France honoris causa. Oui. Et il a fait un discours à l'Élysée en expliquant qu'il fallait défendre le savoir-faire français. C'est aussi votre problème, votre but. Moi, en tout cas, depuis que je suis meilleur ouvrier de France, mais c'est pas à cause du meilleur ouvrier de France, bien sûr, mais ça a été le début pour moi, pratiquement le CAP, en quelque sorte, parce que j'avais beaucoup de choses à faire savoir. Oui, et à apprendre aussi en permanence. Et d'ailleurs, je sais que ce que vous avez réalisé a été exposé pendant 2 jours à l'exposition nationale du travail. Exactement. Et on vient admirer ces œuvres d'art, car ce sont des œuvres d'art. Oui, et puis ensuite, ça permet aux plus jeunes de venir voir et de pouvoir discuter avec les plus jeunes et de demander, de poser des questions, on essaie d'y répondre. Et que devient ensuite cette pièce œuvre d'art? Alors parfois on les garde pendant un petit moment, puis au bout d'un moment, ça faiblit, ça fond, et ensuite on est obligé de s'en séparer. Alors en recevant ce titre de meilleur ouvrier de France, vous avez dit, Jean-Paul Évin, tout reste à faire. Exact. Pourquoi? Vous considériez que c'était un point de départ? Pour moi, c'était un point de départ, oui. Parce que j'avais encore beaucoup de choses à travailler. J'avais encore beaucoup de... Moi, je me souviens du meilleur ouvrier de France, du concours, de l'expérience physique de ce concours. Et c'est comme si c'était hier. Parce que quand vous faites un concours de ce genre... Vous êtes plus normal, entre guillemets, vous êtes un sportif de haut niveau. Donc il faut déjà se préparer physiquement et ensuite se préparer mentalement. Et je me souviens, la première session, la première journée, j'avais pas bien réussi, j'avais fait des erreurs, j'avais raté certains produits. Et donc le lendemain, je me rappelle, dans la nuit, j'ai dormi 1 heure.
Et ensuite, je me suis réveillé et j'ai refait mon parcours de travail de la journée du matin, du lendemain, dans la nuit. Et le matin, j'étais le premier à rentrer dans le labo et j'ai fait un travail incroyable en l'espace d'une journée, comme je n'aurais jamais fait si j'avais pas fait le concours. J'étais hors de moi, quoi. Voilà, exactement. Et c'est un entraînement physique qu'il faut? Ah, il faut un entraînement physique, oui. À l'époque, je faisais pas mal de karaté, donc ça allait. Ça allait. Alors, finalement, ce titre, vous en rêviez et vous ne l'aviez pas imaginé dans vos jeunes années. Je crois que vous avez grandi dans une commune de la Mayenne qui s'appelle Méral. Oui. C'est tout petit, Méral. Oui, tout petit. Et votre père est arboriculteur. Oui. Oui, il aimait beaucoup l'agriculture, l'arboriculture, oui. Et c'est un point commun avec le père de Guy Savoie, qui, lui, a cultivé les jardins. Oui. C'est fou, hein. Et sa mère tenait une cuisine, un petit restaurant. Oui. Et votre mère était cuisinière, et c'est ce qui vous a donné le goût, Jean-Paul Évin, du chocolat. Alors, j'ai pas eu le goût du chocolat tout au début, mais j'ai eu le goût de la pâtisserie et ensuite du chocolat. La pâtisserie avec des tartes que vous prépariez avec les fruits du verger. Oui, c'est ça, oui, parce que le chocolat, je me souviens de la première dégustation, bien sûr, de chocolat, mais j'avais pas trop accès à la campagne au chocolat. Donc, j'utilisais ce que j'ai autour de moi, les fruits. Et vous faisiez des tartes déjà avec la passion de devenir pâtissier? Non, mais c'était mon plaisir parce que je suis un bec sucré. Puis mon père était un bec sucré. Et donc, comme je dis souvent, ça lui faisait plaisir. Et puis ma maman, elle était récompensée parce que ça calmait mon papa. Exactement. Et il se trouve qu'au départ, votre vocation, c'est l'électronique. Vous devez dire électronicien. Oui. Pourquoi? Ça, c'était ce côté informatique peut-être. Hein. Je pense, derrière, il y avait quelque chose comme ça. Et ça vous plaisait? J'avais envie de faire quelque chose d'avenir, oui. Et finalement, ça se fait pas. Et puis finalement, j'ai raté le test et donc du coup, j'ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit, puisque j'ai pas pu faire le test, moi qui aime manger, moi qui aime déguster, moi qui ai envie de trouver du travail, parce qu'avec l'alimentaire, vous avez toujours du travail. Et puis, ayant envie de voyager, je suis tombé finalement sur la pâtisserie. La pâtisserie au lycée Robert Buron à Laval. Oui. Et il s'avoue que Robert Buron a été secrétaire général de la Chambre syndicale nationale des chocolatiers en 1937 et directeur du groupement d'importation des cacao. Oui, c'est curieux. Oui. C'est un hasard. Oui. Alors, à l'époque, le chocolat, c'est pas encore essentiel comme aujourd'hui, Jean-Paul Évin. Non, c'était encore balbutiement. Il y avait des chocolatiers, mais très peu. Oui, il y avait surtout les tablettes de chocolat à 20 centimes qu'on achetait dans le métro. Oui, c'était beaucoup de chocolat industriel. Voilà, et ça marchait, mais il n'y avait rien d'autre. Non. Et vous aviez envie déjà de faire autre chose? Alors, non, parce que je n'avais pas vraiment découvert le chocolat, et surtout, je n'avais pas découvert le bon chocolat. Donc, pour l'instant, j'apprenais toutes les choses que j'avais à apprendre. Je faisais des pièces en sucre, je commençais à faire des petits concours, des choses comme ça. Et puis, vous passez votre CAP, et vous vous retrouvez dans l'hôtel le plus luxueux de Paris, qui est l'Intercontinental, près de la place Vendôme. Oui. C'est un apprentissage, là. Ah oui, je suis arrivé avec ma petite valise, mes 10 €, et puis voilà, je suis arrivé dans le bureau du chef, et ensuite il m'a dit, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut trouver un petit logement pour le petit là, parce qu'il a rien, il a pas où se coucher ce soir. Et il y en a un qui a levé la main, puis hop, j'étais embauché je suis allé chez le garçon. Et ensuite vous êtes entré comme pâtissier aide complètement. Oui, ensuite je suis rentré pâtissier, puis après j'ai commencé ensuite au fur et à mesure les chefs m'ont dit tiens, tu peux venir avec moi, j'ouvre tel endroit, etc. Voilà. Et il se trouve que cet hôtel Intercontinental, il y a quand même quelqu'un de très célèbre qui est passé un jour en 1880. Il a dessiné les plans de la Statue de la Liberté. C'était Bartholdi. Oui. C'est né à l'hôtel Intercontinental. Oui. Et puis ensuite, vous avez commencé à vous passionner pour le chocolat. Il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous et dont vous allez reconnaître la voix. La cuisine, en fin de compte, faut peut-être le plus important. Ce qui démarque les cuisiniers, c'est peut-être de fixer les parfums et les saveurs, mais avant tout, c'est le produit. C'est vrai que c'est un homme clé dans votre vie, Jean-Paul Évin. Oui, parce que m'a fait découvrir la matière première, la qualité des matières, m'a fait découvrir la précision, la rigueur, le courage aussi. À l'époque, il était encore un jeune chef à l'hôtel Nico, à Paris. Oui. Et c'est là où vous êtes entré aussi, mais en ayant progressé depuis vos débuts.
Oui, bien sûr, j'avais progressé, oui, j'avais appris. Par exemple, à l'hôtel intercontinental, j'avais appris la rapidité. Le chef, il m'avait cassé les pieds et j'étais pas assez rapide. Donc, j'ai vraiment appris la rapidité avec ce chef. Et puis ensuite, je suis allé à l'hôtel Nico, oui, effectivement, avec Joël Robuchon, là, j'ai appris le raffinement. Voilà. Et ensuite, vous avez fait des concours. Je crois que vous avez remporté 8 concours en 5 ans. Oui, c'est ça. Oui, j'ai fait tous les concours qui existaient au niveau jusqu'à la veille du meilleur voilier de France. Et pourquoi faire ces concours? Alors, je vous avoue que j'ai fait ces concours parce que je voulais être un peu évolué, quoi, apprendre à faire à travailler le sucre et puis me confronter à mes collègues. Oui, et vous avez gagné ces concours. Vous étiez surpris? Oui. Le premier, je ne l'ai pas gagné, mais ensuite, tous les autres, j'ai gagné les concours. Avec quoi? Avec des pièces montées? Avec des pièces en sucre essentiellement. Il y avait aussi des pièces avec des petits fours à présenter. Il y avait plusieurs types de concours, oui. La Coupe de France, le prix. J'ai même fait le prix international de la chocolaterie, ce qu'on appelle le World Chocolat aujourd'hui. Oui. Et à chaque fois, ça vous encourage à persévérer en gagnant? Oui, mais je suis aussi d'une nature persévérante. Oui. Et donc, quand je fais un concours, je ne le fais pas à la moitié. Je le fais vraiment à fond, et c'est pour gagner. Voilà, et vous avez gagné. Et puis, une autre date importante où là, vous avez seulement gagné à être connu, c'est le 8 février 1988. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Évin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, les fêtes de Noël, le chocolat. Nous recevons Jean-Paul Évin, mon invité, qui a été élu récemment meilleur pâtissier chocolatier du monde. On va en parler. Oui. Là, on évoque votre parcours parce que votre nom et vos chocolats sont connus, mais moins l'homme que vous êtes. Oui. Et j'ai trouvé une date qui est le 8 février 1988, Jean-Paul Évin. Oui. Votre première télé, chez Caroline Tresca, vous préparez un puits d'amour. Vous vous en souvenez? Ah oui, je me souviens plus du Puits d'amour, mais je me souviens de cette émission, oui. Le Puits d'amour, d'ailleurs, qui est attribué pour sa création à Vincent Lachapelle pour Madame de Pompadour. Et il a publié la recette en anglais en 1733. Oui. C'est quoi un Puits d'amour? Un Puits d'amour, c'est une pâte feuilletée pour moi, dans laquelle on met de la crème, une sorte de crème pâtissière. Ensuite, c'est caramélisé sur le dessus au fer. Et donc, c'est ce mélange, cette douceur qui fait que c'est très appétissant, très agréable et ça évoque aussi beaucoup d'images. Voilà, exactement, d'images sensuelles. D'ailleurs, il y a eu un concours dans cette émission avec Roger Vadim. Oui. Il devait être séduit par 3 jeunes filles qui avaient des puits d'amour. Oui. Oui. Roger Vadim, d'ailleurs, c'est un séducteur, on le sait. Oui. Mais Marie-Christine Barrault nous a raconté dans Les Clés d'une vie que sa vraie spécialité, c'était la cuisine. Je ne sais pas si vous le savez. Oui. Non, je ne savais pas. Il faisait des recettes formidables tous les jours. Oui. Il aurait pu être un grand cuisinier. Oui. La première télé, c'est important. Comment vous êtes arrivé là-dedans? J'avoue que je me souviens plus, mais je pense que je réalise des gâteaux au quotidien et que sans doute ça séduit. Ça séduit, voilà. Et c'est émouvant parce que la première télé, vous avez l'air un petit peu coincé quand même. Ah bah oui, c'est toujours émouvant. Oui, puis moi je suis pas un grand habitué. Enfin, je suis concentré et une personne qui est très concentrée sur mon travail. Donc voilà, je m'exprime de façon limitée. Voilà. Aujourd'hui, vous parlez très bien dans Les Clés d'une vie, en toute confiance. Il faut savoir qu'à la télé, à l'époque, il y a eu des cuisiniers, comme Raymond Oliver et Michel Oliver, mais les pâtissiers étaient plutôt rares, Jean-Paul Évin. Oui. Il n'y en avait pas? Ah, ils se sont vengés, là. Hein. Oui, avec le concours du meilleur pâtissier. Oui. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Vous étiez un précurseur? Oui. Et pourquoi? Sans doute parce que, et encore, à l'époque, il y avait un petit peu, ça commençait timidement. Je pense que le sucré, c'est quand même quelque chose qui est apprécié par 75-80% de la population. Oui, mais il n'y avait pas de ce pâtissier à la télévision qui venait proposer leurs recettes. Oui, parce que peut-être qu'ils n'avaient pas, pas l'habitude de s'exprimer à la télévision, comme moi, par exemple. Mais c'est venu. Alors, il se trouve que ça, c'était le point de départ, et qu'ensuite, il y a eu une longue collaboration. Écoutez ce générique. Oui, chef. Oui, chef. Ça marche, chic ouvert, une gelée de caviar, une tarte payante. Une émission qui s'appelait Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur, de François Robol sur France 3, où vous êtes intervenu très régulièrement. Oui. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que vous faisiez dans cette émission? Là, je commençais déjà à parler un petit peu de chocolat, à présenter le chocolat. Oui. Et comme j'étais un petit peu passionné par cette matière, François Robot s'est intéressé à moi.
Voilà. François Robotte, qui était au départ un photographe, Oui. qui a fait de la télévision avec Thierry Leluron, Oui. et ça lui a ouvert la voie de la gastronomie. Il est devenu chroniqueur gastronomique, animateur d'émissions. Oui, oui. Et c'est vrai que vous devenez un pensionnaire de l'émission, puisque presque chaque semaine, vous êtes là avec une recette différente. Oui, c'est ça, oui. Mais déjà, vous imaginez des recettes un peu différentes. Le chocolat évolue, les pâtisseries évoluent? Oui, en tout cas, moi j'ai fait une formation avec Joël Robuchon, bien sûr, Oui. mais ça c'était plutôt le côté hôtellerie, entre guillemets, au restaurant. Mais j'ai fait aussi une formation avec la maison Pelletier, Oui. Monsieur Pelletier. Et là, plus boutique. Oui. Et quand je me suis installé en 88, j'avais besoin de m'exprimer moi. C'est-à-dire, je ne pouvais plus reproduire ce que j'avais fait chez les autres. Hein. C'est pas possible. Je me souviens, j'étais dans mon labo le soir et je pouvais plus, quoi. Donc, il fallait que je crée tout de moi-même. Voilà. Et vous le faisiez à la télévision, Oui. ce qui n'est pas facile parce que les conditions techniques de la télé, c'est pas celles d'un laboratoire. Ah, ça, on fait de l'apprentissage aussi, là, oui. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est pas pratique. Il faut savoir être rapide et quand on est dans une difficulté de s'en défendre et de réussir. Oui, parce qu'il y a les lumières, il y a les projecteurs, il y a le bruit. C'est pas simple non plus. Oui, la température aussi, ou bien sûr. Et vous revisitez des recettes, par exemple la tarte au chocolat que vous préparez dans cette émission, c'est pas ce qu'on peut imaginer de plus classique. Non, mais surtout quand je revisite les recettes, j'essaie de diminuer surtout le sucre, parce que la période où j'ai appris les gâteaux, à faire des gâteaux, c'était des gâteaux plus sucrés, parce qu'il y avait moins les conditions pour le conserver. Maintenant, on a des conditions plus favorables pour conserver les produits, donc on peut diminuer en quantité de sucre. Donc c'est comme ça que les recettes, elles évoluent. Voilà. Et en même temps, le sucre est souvent déconseillé par les médecins, les abus de sucre. Oui, alors oui, ça dépend d'abord quel sucre. Hein. Quand même, faut faire des distinctions. J'ai lu des choses dernièrement, c'était quand même pitoyable. Mais il faut limiter la quantité de sucre. Oui. Et surtout, alors moi, je me suis toujours demandé, à la fin de ces émissions, qu'est-ce qu'on fait des gâteaux que vous avez préparés? Parce que je me souviens de Raymond Oliver d'Art et Magie de la cuisine. L'émission se terminait à 18h30 et tout le personnel se précipitait sur le plateau pour avaler, engloutir les plats. Ça se passe de la même façon? Oui, ça se passe de la même façon parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde et puis tout le monde a une curiosité, je vais pas dire mal placée, mais elle a une curiosité normale, quoi. Donc les gâteaux sont avalés oui. après le générique. Oui, et ça fait plaisir à tout le monde. Alors, il se trouve que à cette époque-là, vous vous lancez dans votre première boutique, qui est une minuscule boutique qui a vu la mode piquée, parce que vous avez des petits moyens à l'époque. Ah oui, j'ai tout petit moyen, oui. Alors, j'ai racheté une petite boutique qui se trouve avenue de la Motte-Piquet, qui était au 16, et il y avait un petit laboratoire en bas. Je me suis lancé avec ma femme à la boutique, et puis un apprenti et moi à la production. Un laboratoire, c'est assez nouveau dans les pâtisseries à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup. Laboratoire, il y en avait quand même, mais c'était un laboratoire, c'est un petit laboratoire, donc effectivement, il n'y avait pas beaucoup. Pour un non-initié, un laboratoire de chocolaterie, qu'est-ce que c'est? Alors, dans le terme laboratoire, il y a plusieurs termes qu'on utilise, atelier, laboratoire, mais pour moi, dans la pâtisserie, j'utilise toujours le terme laboratoire parce que c'est un endroit où on fait des expériences pour trouver des recettes, mais c'est aussi un centre de production. Donc, moi, je me souviens du premier laboratoire de la Maison du Chocolat quand Robert Lynx l'a créé, en 77, en face de la salle Pleyel. On l'avait pris pour un fou en disant ça marchera jamais, ça n'intéressera personne. Oui. Mais mais néanmoins... Ça a marché. Oui, parce que c'est lié à l'individu. Si l'individu a une sensibilité à la qualité et à une rigueur dans son travail et puis à une vision du produit, du chocolat ou de la pâtisserie, ça fonctionne, c'est normal. Et à son évolution, bien sûr. Oui. Et alors, ça veut dire aussi travailler des jours, parfois des nuits, avec un palais très, très, très précis. Oui, tout passe par le palais, effectivement. Même aujourd'hui, moi, je déguste toutes les matières premières qui arrivent et les produits qui sortent, qui vont aller en boutique. Oui, c'est obligatoire parce que quand je déguste un produit, si ça va pas, j'appelle le labo et je dis mais là, qu'est-ce que vous avez fait? Qui est-ce qui a fait? Hop. Je dis de venir me voir au bureau et puis là, je le travaille pour savoir qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi c'est pas bon. Mais ça s'apprend à avoir un palais ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a d'instinct, Jean-Paul Évin?
Alors, je pense qu'on a ça d'instinct quand même, plus ou moins. Moi, j'ai pas un grand palais, mais je l'ai cultivé. Mais c'est quelque chose qu'on a. Mais au bout d'un certain temps, on peut finir par ne plus reconnaître le produit qu'on déguste, puisqu'il y en a eu tellement auparavant. Non. Ça, c'est quand on déguste de trop et trop vite. Voilà. Hein? Donc, il faut déguster avec délicatesse et physiquement se préparer aux dégustations. C'est-à-dire que ça, encore une fois, on revient à l'aspect physique. Il faut être en forme, il faut pas avoir la grippe, et il faut faire du sport, etc. Donc, c'est un entretien physique. Exactement. Et avec un problème, c'est l'odeur du chocolat. On a du mal à résister dans un laboratoire à l'odeur du chocolat tellement elle est bonne. Alors, il faut déguster effectivement dans le laboratoire, mais il faut surtout savoir déguster en dehors du laboratoire. Et avec d'autres conditions, et avec d'autres, d'autres personnes qui ont le sens de la dégustation. Oui, et surtout, il faut innover sans arrêt. Un jour, vous avez surpris tout le monde en inventant des chocolats au fromage. C'était une première, Jean-Paul Évin. Oui, les chocolats apéritifs au fromage. Oui. Ils étaient intéressants parce que c'était apéritif aussi. Oui, ça a surpris un petit peu, mais ça plaît toujours. Et comment c'est né cette idée? Parce qu'il faut y penser. Alors, c'est né parce que j'étais effectivement avec un ami japonais, et puis on était assez pressés, et finalement, on a goûté un morceau de chocolat après le fromage, et c'est comme ça qu'on a fini par la dégustation du chocolat au fromage, et on a discuté, et puis voilà. Et c'est parti. Et le Japon, justement, il est important dans votre vie. On va en parler avec une date qui ne vous concerne pas directement, mais qui est importante, le 14 février 1936. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Évin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Paul Évin, meilleur chocolatier pâtissier du monde, on va en parler. On a évoqué vos débuts d'artisan, votre première boutique, vos débuts à la télévision. Et puis, alors je parle du 14 février 1936, vous n'êtes pas né, mais c'est la première Saint-Valentin au Japon. C'est-à-dire que des fabricants de chocolat ont imaginé une fête commerciale où les femmes offrent des chocolats aux hommes le 14 février de chaque année. Oui. Et ça, c'est une tradition là-bas étonnante. C'est une tradition étonnante, oui. Et elle a un tel succès que je crois que devant vos boutiques au Japon, Jean-Paul Évin, il y a quelquefois 6 heures d'attente. Oui. Je l'ai vu. Comment on fait pour avoir 6 heures? C'est une foule immense. Depuis que je me suis installé au Japon, là un petit peu moins en ce moment, sauf à la Saint-Valentin, mais oui, j'ai vu, j'ai lu. J'ai lu dans la presse qu'il fallait 8 heures d'attente pour avoir un chocolat. Donc on se demande si c'est le chocolat qui est bon ou si c'est le fait d'attendre 8 heures pour offrir un chocolat. Mais les Japonais attendent 8 heures devant une... Ah oui, je vous promets, c'est comme ça. Mais c'est des files d'attente incroyables. C'est des files d'attente incroyables. Comment on fait? On les occupe pendant 8 heures? Je sais pas. Mais je vous assure, une fois j'ai ouvert une boutique qui se trouvait dans le sud du Japon, dans un magasin, un des grands magasins Isetan, et effectivement il y a eu 5 heures de file d'attente, et ça veut dire qu'ils ont décalé la fermeture de la boutique du grand magasin de 5 heures, c'est-à-dire que ça s'est terminé à 11 heures du soir. Alors moi je me souviens de Lionel Poilane qui était boulanger à l'époque rue du Cherche-Midi. En 1981, il y a une photo avec la file d'attente car c'était une petite boutique. Elle est passée à la une des journaux russes en disant c'est la famine en France, ils n'ont plus rien pour se nourrir. Oui, c'est connu. Alors le Japon c'est venu comment, Jean-Paul Évin? Alors le Japon c'est venu tout simplement, j'ai vécu au Japon. Parce que j'avais ouvert la première boutique Pelletier au Japon. Qui était un grand pâtissier, Pelletier. C'était un très grand pâtissier, la référence de l'époque pour tous les pâtissiers. D'ailleurs, toutes les grands pâtissiers d'aujourd'hui comme Philippe Conticini, la Fée Confiture, etc. sont passés par la maison Pelletier. Et donc, moi, j'ai ouvert cette boutique au Japon. Donc, j'ai vécu pendant 1 an et demi là-bas. J'ai appris le japonais, je faisais du karaté, etc. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai connu le Japon. Et je me suis fait des amis. Voilà. Et vous avez commencé à même visiter des îles, vous avez dormi dans des bateaux? Ah oui. Ah moi, chaque fois que j'étais en repos, je trouvais toujours un moyen d'aller visiter un endroit. Oui, bien sûr, c'était très drôle.
très drôle parce que je partais le soir, je prenais le bateau et le lendemain matin, j'arrivais sur l'île et puis on savait que j'étais dans le bateau. Chaque fois, on me donnait des petits tuyaux, on me disait. Puis c'était le moment, quand j'arrivais sur l'île, je demandais est-ce qu'il y a un endroit où je peux loger. Et là-bas, on appelle ça Eminchuku, c'est le logement chez l'habitant. Et il suffisait de demander et puis on avait tout de suite, dans le quart d'heure, un logement chez l'habitant. Et des Français, il n'y en avait pas beaucoup comme vous à l'époque au Japon? Ah ben moi, là, quand j'arrivais sur certaines îles, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'étrangers, non? Rien du tout. Et ils savaient que le chocolat vous intéressait? Ils ne s'intéressaient pas au chocolat à l'époque, les Japonais? Ils commençaient à s'intéresser au chocolat, oui, parce que je fabriquais un peu de chocolat pour la Maison Pelletier. Voilà. Et vous faisiez aussi des émissions de télévision là-bas? Oui, j'ai fait pas mal d'émissions, oui. Qu'est-ce que... Oui, notamment pendant 1 an, tous les mois, j'avais une émission assez drôle sur les spécialités françaises, oui, de pâtisserie. Et en japonais? Et en japonais, oui. Ça posait pas de problème? Non. Puis alors, souvent, j'étais obligé de m'habiller en Père Noël. Enfin, c'était assez drôle parce que les Japonais ont toujours un peu ce côté humoristique, oui. Et vous avez aussi appris là-bas des valeurs essentielles de rigueur? Oui. J'ai découvert la culture japonaise. Alors, j'ai toujours été en lien plus ou moins avec la culture japonaise parce que je suis arrivé à l'hôtel Nikko, c'était la Japan Airlines qui détenait l'hôtel Nikko. Et donc, j'ai toujours été plus ou moins en lien. Et voilà, j'ai poursuivi ma découverte. Et c'était un grand plaisir, la gastronomie surtout. Oui, et les Japonais sont tellement rigoureux que pendant un récital, entre 2 chansons, ils n'applaudissent pas. Oui. Oui, bien sûr. Parce que oui. Ça gênerait l'artiste. Exactement, oui. C'est fou. Oui. Alors, si les Japonais aujourd'hui sont fous de chocolat, vous en êtes un peu le responsable, Jean-Paul Évin, car vous avez ouvert votre première boutique dans un grand magasin de Tokyo. Oui, alors j'ai mis du temps à accepter d'ouvrir cette boutique parce que ils voulaient faire une sorte de corner dans le grand magasin. Et moi, j'ai dit non, ça c'est pas possible, pas de corner. Donc, au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve une idée. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de la cave à chocolat et du bar à chocolat. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je suis passé devant un magasin, un endroit où il y avait une cave à cigares. Et c'est comme ça que s'est déclenché mon idée. Et la cave à chocolat, ce qui est très important, c'est que ça protège du bruit, ça protège de l'humidité, de la température. Et quand on rentre dans cette cave, il y a le parfum du chocolat. Et ça, vous avez offert ça à Tokyo et ça a tout de suite été un succès. Mais ça a été immédiat. Et là, c'était des heures et des heures d'attente pour entrer dans la cave à chocolat et le bar à chocolat. Alors, il se trouve qu'à ce moment-là, les Japonais ont découvert le chocolat français. Visiblement, oui, j'ai un avant et un après Jean-Paul Évin, oui. Mais ce qui est curieux, c'est qu'au départ, dans la tradition des années 50-60, le chocolat, il était belge. On arrivait à la gare du Midi à Bruxelles, il y avait l'odeur de l'usine Côte d'Or. Oui. Ça a complètement changé. Le chocolat français n'existait pas à l'époque. Non, il n'existait pas, surtout en tant que chocolat au lait. Aujourd'hui, le chocolat français est essentiellement chocolat noir. Oui. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Vous avez vu la progression depuis votre arrivée dans ce métier? Oui, j'ai vu la progression. Et alors, à l'époque, c'était un assemblage souvent de chocolat. On a un mélange de plusieurs origines. Et moi, je me suis orienté beaucoup, et je ne suis pas le seul, vers des chocolats d'origine. C'est-à-dire de prendre un chocolat... Par exemple, d'Afrique du Sud, je prends le Brésil, je prends l'Équateur, je prends le Pérou, qui est très bon. Et donc là, il y a des goûts spécifiques pour chaque terroir. Et les Japonais ont apprécié, et surtout que vous avez joué le jeu en ajoutant des ingrédients qui étaient inconnus en France à l'époque, comme le yuzu, qui est une sorte de pamplemousse. Oui, bien sûr, j'ai créé des produits avec les matières premières que je connaissais au Japon, donc j'ai aussi fait ça. Mais cela dit, les chocolats que je présente au Japon, qui sont vendus au Japon, ce sont les mêmes que je fabrique ici en France. C'est-à-dire que je ne m'adapte pas au goût japonais. Voilà, mais en même temps, le yuzu qu'on ne connaissait pas du tout en France est arrivé par les Japonais. Oui. D'ailleurs, il faut savoir qu'il est cultivé depuis plus de 1000 ans. Oui. Et selon la légende, un empereur japonais appréciait tellement le parfum du yuzu qu'il en faisait planter dans son jardin pour en profiter chaque jour. Et c'est devenu un symbole de longévité au Japon. C'est assez curieux. Oui, puis c'est un parfum qui est joyeux. Vous avez même lancé une ligne de prêt à croquer. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. C'est quoi ça? Non, je voulais...
Et j'ai toujours ça en tête d'ailleurs. Je voulais simplifier le plus possible le travail du chocolat pour essayer d'avoir un prix plus... Le chocolat artisanal, c'est cher, c'est un problème. En même temps, les clients sont là et ne reculent pas devant le prix. Non mais, alors le chocolat artisanal, effectivement, c'est un coût, parce qu'il y a un coût de matière première, il y a un coût pour les salariés, pour les compétences des artisans, et c'est une telle fraîcheur que finalement, c'est un produit hypersensible, donc ça nous contraint à travailler avec grande précision. Oui, et en même temps, le public sait qu'il aime cela, donc il achète, peu importe le prix. Alors moi, moi personnellement, je sais que je préfère payer plus cher un produit, mais être sûr que ce soit bon et que j'y trouve du plaisir. Alors aujourd'hui, Jean-Paul Évin, je crois que vous avez 13 boutiques au Japon et 3 à Taïwan. Oui. Ce qui est hallucinant pour un Français. Oui. Parce qu'il y a le chocolat français. Maintenant, au Japon, tout le monde en entend parler. Oui. Alors, moi, j'ai beaucoup de boutiques, mais il y a deux parties dans mes boutiques. Il y a la partie gâteau chocolat et la partie chocolat. Oui. Donc la partie gâteau chocolat, effectivement, ce sont des recettes que j'ai mis en place et qui sont repris par mes professionnels japonais, qui travaillent très bien d'ailleurs. Et la partie chocolat, tout est réalisé à Paris, donc je suis de très près la qualité et le travail de mes équipes. Donc c'est un peu tous ces investissements qu'il faut pour faire tout ce chocolat qui me permet d'avoir une qualité suivie et en même temps, bah oui, il y a un coût. Et résultat, vous êtes aujourd'hui considéré comme un dieu vivant au Japon. Et j'en ai eu la preuve lorsqu'un éditeur avec qui je travaillais a fait une photo avec vous dans une de vos boutiques. Il est arrivé au Japon pour signer un contrat. Voyant votre photo, la personne a signé tout de suite le contrat en disant Jean-Paul Évin, incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au Japon, il y a beaucoup de chocolatiers japonais qui font du français. Oui, il y a beaucoup de chocolatiers et de pâtissiers qui fabriquent des gâteaux et des chocolats français. Mais fabriquer du chocolat français, ça demande un savoir-faire. Et moi, j'ai un savoir-faire issu de mon histoire et il y a des exigences extrême, parce que parfois on peut dans le travail réduire de 50% son temps de travail, mais moi c'est plutôt l'inverse parfois. Voilà, c'est pour ça que c'est coûteux. Oui, et en même temps, les Japonais viennent souvent en France apprendre le métier et repartent chez eux. Oui, les Japonais, les Japonais viennent beaucoup en France, sont venus beaucoup en France apprendre le métier, et parfois quand ils retournent là-bas, ils font mieux que nous en France. D'ailleurs, les noms des boutiques sont des noms français. J'ai vu à Tokyo une boutique qui s'appelait le Palais d'Or. Oui, bien sûr, oui. Il y a beaucoup de noms français, parfois plus ou moins bien traduits, mais... Alors, il y a aussi un dieu vivant au Japon, un dieu vivant qui n'est pas français mais belge. Oui. Écoutez. Salvatore Adamo, Tombe la neige en japonais. Ah oui. On vous en parle là-bas, au Japon? Ah, toujours Alain Delon, Salvatore, oui. Et Salvatore est resté 72 semaines au hit parade avec cette chanson qui est tellement connue qu'elle est en tête des karaokés et qu'aujourd'hui, certains sont persuadés que c'est une chanson du folklore japonais. Alors, l'engouement des Japonais pour le chocolat français, comment il s'explique, Jean-Paul Évin? Alors pour les Japonais, je pense que le chocolat français, c'est un petit peu exotique comme produit. Et donc, vu leur curiosité, leur niveau de curiosité, c'est pour ça qu'ils se sont un petit peu ouverts à ce produit et ont découvert un produit qui, me semble, leur plaît. Oui, qui leur plaît beaucoup et qui demande beaucoup de travail de votre part. Oui. J'ai vu des petits carnets où vous dessinez vos chocolats. Oui, parce que dès que j'ai des notes à prendre sur des idées, je les mets sur mes petits carnets, oui. Mais pourquoi des dessins? Parce que j'aime bien dessiner. Oui, mais c'est des dessins de chocolat que vous inventez? Oui, bien sûr. Par exemple, il y a des mélanges sous forme de dessin? Aussi, oui, il y a plein de choses, les constructions de bonbons ou de gâteaux, oui. Mais comment on imagine une nouvelle recette? Comment on imagine qu'on peut ajouter tel produit? Alors, il y a plusieurs façons de l'imaginer, parce que par exemple, je sais pas, on va voir un collègue, on va voir une autre chocolaterie, ça peut donner des idées, mais aussi, par exemple, je suis allé voir au musée Guggenheim à Venise, ça m'a donné une idée sur mes décors de chocolat que j'ai toujours. Voilà. Et ça veut dire avoir des idées en permanence, se renouveler en permanence.
Alors moi, je suis concentré constamment sur mon produit, lequel chocolat, oui. Et résultat, ça donne un succès qu'on va évoquer à travers une autre date, le 2 octobre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Évin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Paul Évin. Donc on a évoqué vos débuts, votre carrière, vos recherches en chocolat, oui. Le Japon où vous êtes un dieu vivant. Et puis, alors le sommet, c'est le 2 octobre 2023, oui. Avec une modestie totale. Vous m'avez annoncé, je suis meilleur pâtissier chocolatier du monde. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce prix ? C'est une récompense sur ma carrière, sans doute. Enfin, sur ma carrière, oui, parce que l'âge que j'ai et puis les professionnels qui m'ont élu sont des gens qui ont un savoir-faire de haut niveau. Qu'est-ce que c'est que ce prix du meilleur pâtissier chocolatier du monde ? Ça récompense une carrière d'un professionnel. Ça s'est passé à Milan, je crois. Oui, à Milan, oui. Et donc, ce sont des jurys de spécialistes, de critiques, Ce sont des jurys de professionnels, de mon métier, et puis aussi des gastronomes professionnels. Là, il n'y a pas de concours, c'est sur l'ensemble de votre carrière. C'est sur l'ensemble de ma carrière. Alors, vous êtes récompensé pour votre capacité inégalée à créer de véritables chefs-d'œuvre de l'art de la confiserie, pour l'extraordinaire dévouement, la passion et la maîtrise de la transformation des ingrédients en œuvres d'art et de délices. Ouf, c'est énorme comme citation. Oui, mais ça correspond tout à fait à ce que je ressens et ce que je fais au quotidien. Comment vous l'avez appris, ce prix ? Je l'ai appris, d'abord on m'a demandé de me présenter, de présenter l'entreprise et de présenter tout ce que j'avais fait. Et puis c'est à la suite de ça que j'ai été élu. Il y avait plusieurs candidats ? Oui, plusieurs candidats, oui. Donc vous êtes allé à Milan vous présenter, faire ce que vous avez. Et ensuite vous avez appris, c'est vous. Oui. Alors ça correspond quoi ? C'est un trophée ? C'est un... Ah oui, un trophée. C'est une sorte de coupe en verre, oui. Oui. Et c'est pour l'année Non, en tout cas c'est... pour l'année 2022-2023, 2023-2024. Oui. Et ça apporte quelque chose en plus à votre image ou c'est quelque chose de purement symbolique ? Je pense que pour les clients, ça apporte quelque chose parce que d'ailleurs j'ai fait une petite affiche avec remerciant les clients aussi parce qu'ils participent quelque part. Donc oui, ça m'apporte. Moi, ça me fait plaisir, bien sûr, voilà. Mais je ne travaille pas pour les concours, mais j'aime gagner. Voilà, c'est différent. Et tout ça avec une modestie. Moi, je vous ai vu plusieurs fois vous déplacer en scooter à Paris d'une boutique à l'autre. C'est le meilleur moyen de gagner du temps et de travailler. Oui, parce que j'aime beaucoup être auprès de mes équipes parce que elles ont toujours... je regarde comment ça s'est organisé, etc. Je fais des observations, tout. Puis je suis surtout là pour les encourager. Je suis là parce qu'il y a des personnes qui travaillent depuis longtemps chez moi. Alors je connais pas leurs enfants, mais presque, etc. Donc je demande toujours comment ça va à la maison et tout quoi. Et ces concours justement où on déguste des chocolats à n'en plus finir, c'est pas simple. Vous y avez participé, vous avez été juge, jury. Oui. Je suis juge déjà quand il y a les concours de meilleur ouvrier de France, donc là on fait de la dégustation, je fais pas mal de dégustations, et puis pour toutes sortes de concours, oui, j'accepte d'être présent. Moi je me souviens d'un concours Go Emilio où j'avais été invité comme membre du jury, et j'étais pas prévenu, il y avait 43 gâteaux au chocolat à goûter. Oui. C'était pas simple. Non, c'est compliqué, oui. En plus j'étais invité à dîner à l'Élysée après, j'ai dû à l'Élysée manger une tomate, vous voyez. C'est terrible parce qu'il faut tenir le choc. Oui, il faut tenir le choc, oui. Et pour ça, en dehors du côté physique, il faut une alimentation saine ? Il faut avoir une alimentation très saine, oui, effectivement. Il faut manger beaucoup de légumes. Et puis, savoir qu'il faut se préparer physiologiquement à déguster des produits et donc à se mettre dans le bain. Dans le bain, quoi, oui. Alors, il se trouve aussi, beaucoup de gens me disent, moi je mange du chocolat, une tablette d'un coup. Non, c'est pas ça le chocolat, c'est la qualité et pas la quantité, Jean-Paul Évin. Alors souvent, en tout cas en ce qui me concerne, ça peut arriver que la qualité, mais la quantité suit aussi. Mais en général, ceux qui mangent beaucoup de chocolat, c'est pas forcément un critère de qualité. Non, mais par contre, c'est vrai que le chocolat de qualité, ça permet d'en déguster une petite quantité, de l'apprécier, et puis ensuite, on s'arrête là, quoi. Les goûts du public, depuis vos débuts, Jean-Paul Évin, ont beaucoup évolué dans le chocolat. Elles ont beaucoup évolué parce que la sensibilité s'est développée,
Et que, à force de présenter des produits de qualité, ben oui, le client, il goûte un chocolat, le lendemain, il en goûte un autre un peu différent, il va faire le distinguo entre les deux. Voilà. Et l'artisan a contraint l'industriel aussi à évoluer. Je pense que oui, l'industriel, en tout cas, il a l'œil sur l'artisan. Pour regarder ce qui se passe, comment ça évolue, et oui, de faire bouger les choses. Oui. Et ça a fait bouger les choses. Oui, ça fait bouger, oui. Parce que les chocolats industriels sont de meilleure qualité que voici 20 ou 30 ans. Je pense que oui. Il y a une progression encore permanente ou est-ce qu'on est arrivé à un sommet? Non, il y a encore beaucoup de progression à faire. Dans quel domaine? Par exemple, dans la traçabilité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que voilà, on achète le cacao dans telle région, et de savoir quel circuit il va suivre pour pouvoir arriver chez le client et avoir un niveau de qualité. Voilà, bah ça c'est justement l'un de vos nouveaux combats. Oui. Et il y a une chanson qui l'illustre parfaitement. Chanson d'Annie Cordy, oui. Où elle était sur scène avec un chapeau géant en forme de tasse de café. C'était étonnant d'ailleurs. Oui. Et ça fait scandale aujourd'hui alors que c'était une chanson joyeuse. Oui. Alors justement, le cacao aujourd'hui c'est votre préoccupation puisque depuis 2 ans ou 3 ans vous avez rejoint les chocolatiers engagés pour mettre en place une filière de chocolat durable. Qu'est-ce que c'est, Jean-Paul? Oui. Simplement, en tant que chocolatier engagé, je me suis engagé à financer un centre d'excellence. C'est-à-dire? Alors, ce centre d'excellence, il est dans une région qui n'était pas développée en cacao. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas tous ces terroirs étaient en jachère en quelque sorte parce qu'il y avait pas les moyens de valoriser le cacao. Ou alors on faisait la culture du cacao, puis chaque cacaoculteur fermentait lui-même et puis séchait comme ça devant la maison. Mais au moment de la vente, c'était un prix le plus bas possible parce que les gens qui venaient à récolter le cacao, ils l'achetaient au plus bas, quoi. Et moi, j'ai voulu qu'il y ait un centre d'excellence, c'est-à-dire ce centre d'excellence qui est lié à une coopérative puisse permettre aux cacaoculteurs d'avoir une formation déjà, une formation pour la culture du cacao, une formation pour la fermentation du cacao, parce que moi je dirais que 80%, voire 90% de la qualité du cacao se fait par la fermentation. Par le savoir-faire de la fermentation. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Oui, mais c'est un phénomène nouveau parce qu'en plus, le cacao ou la fève de cacao, on en parle depuis quelques années, mais avant, c'était pas un sujet d'actualité. Non, c'était pas un sujet d'actualité, mais quand même, le Pérou, par exemple, a beaucoup investi justement dans les centres de fermentation pour améliorer sa qualité de cacao. Et aujourd'hui, le Pérou a une qualité de cacao supérieure et il peut vendre de manière un niveau plus élevé son cacao. Alors, ce que vous avez fait, c'est aussi de préparer donc les cacaoculteurs à préparer le cacao, à se débrouiller, et aussi que tout se passe bien en famille, que les enfants ne travaillent pas inutilement. Oui, alors chaque cacaoculteur, bien sûr, il est cacaoculteur engagé quelque part. Donc, d'une part, il fait... Alors, il y a dans toute cette organisation, il y a des accords qui sont présents et signés pour que d'abord il n'y ait pas les enfants qui travaillent dans la plantation, que ensuite il y ait le respect des normes de travail, des pratiques agricoles, oui. En minimisant les entrants. Il y a aussi améliorer la qualité des rendements de cacaoyer par la formation. On a aussi obligatoirement une femme dans le conseil d'administration de la coopérative. Il y a aussi dans le savoir-faire, les récoltes, les cabosses doivent être récoltées à maturité pour obtenir le meilleur du cacao. Ensuite, il y a aussi le prix des cacaos est fixé par les cacaoculteurs. On a aussi amélioré. Alors, le fait que le cacao soit de meilleure qualité, il passe quand même de 2 à 9 en termes de qualité.
C'est-à-dire qu'un cacao de 2 à 9, c'est une sorte de référence pour moi. C'est-à-dire qu'un cacao à 2, c'est celui que les cacaoculteurs travaillaient chez eux et qui avait un goût et qui n'est pas tellement, pas très intéressant, plus ou moins fermenté. 9, c'est un cacao supérieur où là, vraiment, le cacao révèle tout son goût et ça permet pour le planteur de valoriser le prix. Et d'ailleurs, le cacao du Cameroun est passé en cacao fin au mois de juin. Voilà, parce que le grand public ne connaît pas tout ça, mais avant, le cacao, il faut le trouver au Pérou, en Afrique, dans d'autres pays. Oui. À chaque fois, et ça aussi, c'est un phénomène nouveau, parce qu'avant, on ne faisait pas très attention au cacao qu'on choisissait. Oui, d'une part, et surtout, on n'avait pas de lien avec le cacaoculteur. Maintenant, moi, le cacaoculteur de mon centre qui s'appelle Evin Nkolosan, eh bien là, le cacaoculteur, il est en relation directe avec moi. Donc, on est dans une forme de circuit court. Hein, et moi, je parle de ce cacao, et eux... Évidemment, ces cacaoculteurs sont motivés par ça aussi. Donc, il y a des liens. Ça fait revenir les jeunes à la campagne pour développer la cacaoculture, etc. Donc, tout ça, c'est très vertueux et ça permet surtout de payer mieux le prix. Oui, parce que c'était d'abord de payer mieux, de faire vivre ces gens-là. Oui. On a parlé il y a quelques mois ou quelques années d'une crise du cacao. Il y aurait plus de cacao. Oui. Tout ça, c'est du passé. C'était un peu bidon, non, Jean-Paul Evin? Oui, ça, je ne vais pas regarder à me parler de trop de ces... Parce qu'il y a du pour, enfin, il y a du vrai, du faux. Enfin, c'est très complexe. Ce qui compte, c'est l'avenir. Et c'est vrai que c'est un nouveau métier que vous avez inventé, celui du cacaoculteur, parce que ces gens étaient totalement perdus, loin du monde. C'est-à-dire que ces cacaoculteurs, ils laissaient à l'abandon leur champ de cacao, parce que quand vous récoltez le cacao, puis que les corsaires qui viennent récupérer à dos de moto les sacs de cacao, ils vous les payent au moins cher. Voilà. Vous voyez, parce que considèrent qu'il n'y a pas de valeur ajoutée dans ce cacao. Donc ensuite, c'est revendu. En France, tranquillement. Et puis ça part, voilà. Là, aujourd'hui, avec ce système de fermentation, de mise en qualité du cacao, ben, évidemment, il y a un prix qui se met en face. Là, ça change tout. Il y a un rapport de force qui change. C'est un gros investissement pour un artisan comme vous. Oui, mais si vous voulez, moi j'ai plaisir à faire ça parce que franchement, quand je vois dans ces endroits, la vie, elle est quand même extrêmement pauvre et là il faut faire quelque chose pour ces personnes. C'est pas possible de poursuivre la vie comme ça sans aller vers eux. Oui. Et puis ils sont heureux. Ils sont heureux et en plus, pour la première fois, ils se rendent compte combien leur cacao est important. Et oui, bien sûr. Alors ensuite, ce cacao, moi je vais essayer de trouver des filières pour remonter la qualité, cette qualité de cacao vers des transformeurs de qualité. Et puis ensuite, essayer de le valoriser aussi, soit par ma boutique, soit parce que c'est un marché libre. Hein. Moi, j'ai pas acheté quelque chose. Rien ne m'appartient de tout ça. C'est juste mon savoir que j'essaie de transmettre et mon partage. Voilà. Hein, et un partage avec ces gens-là et avec le public. Parce que si le cacao est meilleur, les chocolats seront meilleurs. Évidemment, moi, la première fois que j'ai goûté ce cacao du Cameroun, j'ai fait un gâteau au chocolat avec. Je vous assure, j'ai encore en mémoire le moment où je l'ai dégusté. Tellement c'était extraordinaire. Alors, on a la chance de vous avoir dans cette période de Noël qui n'est pas la plus simple pour vous, parce que je crois que pour les chocolatiers, c'est quelques heures de travail supplémentaires par jour, Jean-Paul Evin. Oui, c'est une période difficile. C'est une période intense, on va dire. Mais en même temps, les gens sont de plus en plus heureux. Le marché du chocolat se porte bien. Oh, je pense, mais moi, vous savez, je suis dans mon marché, donc... Oui. Le marché du chocolat, oui, je pense qu'il se porte bien parce qu'on a besoin de chocolat. Voilà. Et votre passion fait que vous continuerez à vous développer et à avancer? Ah, j'avancerai toujours petit à petit parce qu'il y a encore énormément de choses à faire. Mais j'aimerais avancer, mais avec un peu de responsabilité sociétale entreprise. C'est-à-dire? Le RSE. C'est-à-dire que
moi et mon entreprise, on doit avoir une sorte de responsabilité sociétale vis-à-vis des planteurs de cacao. Eh ben, c'est tout le mal que je vous souhaite pour ces fêtes de Noël. C'est le vœu que je forme pour la Noël et la nouvelle année. Continuez ainsi et puis vraiment bravo de défendre la France en étant le meilleur pâtissier chocolatier du monde. Ah, je vous en prie, c'est moi j'ai le plaisir de manger des bons gâteaux et des bons chocolats. Vous savez, j'ai commencé mon métier en me disant comme ça au moins j'aurai des bonnes choses à déguster. Eh ben, et nous on a dégusté vos paroles au micro. Merci Jean-Paul Evin. Merci. Les clés d'une vie. Et bonne fête de fin d'année. Vous aussi et bonne fête à celles et ceux qui nous écoutent. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.